Pour la 4e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette 4e édition du forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes avec, du 7 au 10 décembre 2021, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilee. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique. Bonjour chers participants, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le pouvoir de la jeunesse. Quel est l'apport des jeunes leaders pour des changements durables en faveur des communautés plus saines que j'ai le plaisir de modérer. Je me nomme Yaye Sophie Diop, je suis responsable plaidoyer au niveau de Speak Up Africa, qui est une organisation basée à Dakar et spécialisée en plaidoyer et en communication stratégique sur des questions de développement durable. Ce webinaire est organisé dans le cadre du Forum Galien Afrique, dont la thématique de cette année est « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Comment arriver à cette sécurité sanitaire mondiale? Quel rôle les jeunes doivent jouer? L'Afrique a la population mondiale la plus jeune du monde et le nombre de jeunes sur le continent devrait augmenter de 42% d'ici 2030. À travers les différentes initiatives des jeunes au niveau mondial et africain, les jeunes souhaitent contribuer et contribuent déjà même à la résilience de leur communauté en proposant des solutions novatrices et en stimulant le progrès social et en inspirant le changement de politique. Ils sont aussi des agents de changement qui se mobilisent pour réaliser les objectifs de développement durable. Quel est le rôle de ces jeunes dans la traduction du programme 2030? Quels sont les enjeux de leur participation et de leur considération comme acteurs de changement? Comment mettre en exergue toutes ces solutions innovantes que les jeunes mettent en œuvre chaque jour dans l'optique d'améliorer les conditions de santé et de vie des populations africaines? Cette session qui convie aujourd'hui des jeunes acteurs du monde du développement nous permettra de répondre à ces questions et d'identifier ensemble, avec vous les participants, des solutions pour une meilleure considération de ces jeunes en tant qu'acteurs de changement. Je tenais à souligner que cette session est enregistrée et une traduction simultanée est également disponible. C'est un plaisir pour moi d'introduire nos différents panélistes. Tout d'abord, je vais introduire Madame Aram Gaysen, qui est la directrice exécutive de Social Change Factory. Socio-économiste de formation, Aram Gay est passionnée par les actions sociales et convaincue que chaque personne doit incarner le changement qu'elle veut dans la société. Elle s'est spécialisée en gestion de projet, en suivi-évaluation et la recherche à travers ses expériences sur les programmes régionaux de recherche et de redevabilité en Afrique. Aram Gay est la directrice exécutive de Social Change Factory qu'elle a cofondée en 2014. Aram, bonjour à toi. Je m'en vais introduire notre... Bonjour Aram, merci. Je m'en vais introduire notre deuxième panéliste qui s'appelle Monsieur Franz Okié, qui est coordonnateur pays de Speak Up Africa au Bénin. Monsieur Franz est spécialiste en planification et en gestion de projet et est chargé de plaidoyer et coordonnateur national de l'organisation Speak Up Africa au Bénin. Il est membre du réseau africain des professionnels de la gestion de projet et certifié Civic Leadership en 2016 du programme Young African Leadership Initiative. Franz Okié, bonjour à vous. Bonjour Sophie.
Je vais introduire maintenant notre troisième panéliste qui est M. Célestin Compaoré, qui nous vient du Burkina. Il est le directeur régional du projet DMPA-SC dans le cadre du partenariat de Ouagadougou. Célestin Compaoré est gestionnaire de projet avec plus de 10 ans d'expérience dans le plaidoyer, la mobilisation sociale en faveur de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes et femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Monsieur Compaoré, bonjour à vous. Bonjour Sofiatou, merci, c'est un plaisir pour moi de pouvoir prendre part à ce panel. Il faudrait peut-être activer ma vidéo parce que je ne peux pas activer la vidéo. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup Célestin. Maintenant, je vais introduire notre dernière panéliste qui, elle, représente vraiment la société civile africaine qui œuvre dans les questions autour de la santé de l'enfant et de la femme. Il s'agit de Madame Khady Cissé, qui est la présidente de l'Organisation pour la santé de l'enfant et de la femme et qui est basée en Côte d'Ivoire. Madame Khady Cissé est une sage-femme, activiste web et blogueuse santé. Coach certifié matrimonial séduction, sexualité et odeur de 2 ouvrages sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Elle a commencé ses débuts dans l'humanitaire en 2008 et a travaillé dans plusieurs structures qui travaillent autour de la santé. Madame Khady Cissé, bonjour à vous. Oui, bonjour Sophie. Bonjour. Déjà, on tenait à dire merci à tous les panélistes qui ont accepté de faire partie de ce panel qui a un cachet exceptionnel, vu qu'aujourd'hui, qu'en tant que jeunes, on est en train de parler de la contribution que nous pouvons avoir et que nous devons avoir dans tout ce qui est mis en œuvre des questions de développement durable. Je vais commencer par vous, Madame Aram Guesset. Nous savons que Social Change Factory est un centre de leadership civique qui œuvre pour l'autonomisation, l'émancipation, l'engagement et le progrès des jeunes en Afrique. Vous-même, en tant que jeune, vous avez eu à avoir beaucoup d'expérience dans tout ce qui est engagement de ces jeunes-là dans la mise en œuvre de projets de développement durable. Madame Sed, selon vous, quel est le rôle que les jeunes Africains doivent jouer pour soutenir le développement et contribuer à la santé pour tous? Merci beaucoup, Yael Sophie. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ce panel et je tiens également à présenter mes salutations à tous les autres intervenants et toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Donc, par rapport à votre question, donc, nous, on pense fondamentalement que la jeunesse, elle a un secret immense. C'est sa force, sa détermination, son engagement et sa résilience. Donc, pour moi, la jeunesse, il faut juste croire en elle, la pousser et l'aider à relever les défis de sensibilisation, de plaidoyer ou d'éducation et également à travers la santé pour tous. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire et en restant dans la ligne de l'aspiration 6 de l'Union africaine, qui est pour une Afrique dont le développement est porté par ses citoyens, fondé sur le potentiel de ces populations, en particulier de ces femmes et de ces jeunes, et en prenant soin de ses enfants. Donc, nous, on essaye vraiment d'investir sur chaque citoyen et surtout les jeunes et les femmes. Et pour nous, les jeunes doivent juste être accompagnés à le faire. Je vais donner des exemples concrets par rapport à des réalisations qu'on a eu à faire. Par exemple, pendant la pandémie de la COVID-19, on a pu monter un réseau de près de 5000 volontaires sur l'étendue du territoire sénégalais. Et ils ont eu à mener des sensibilisations en langue locale, à sensibiliser les populations sur les gestes barrières, à également être présents sur les réseaux sociaux. On a également fait une cartographie pour justement montrer que les jeunes ne font pas seulement partie du problème, mais ils font partie de la solution et qui ont apporté des réponses aux conséquences de la pandémie, qu'elles soient économiques ou au niveau de la santé. Donc, 24 initiatives ont pu être mises en avant à travers des capsules vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et ensuite, on a pu doter à chaque initiative un montant de 500 000 francs CFA pour l'aider à se développer. Donc, juste pour dire que je pense vraiment que si les jeunes sont soutenus, sont accompagnés, qu'ils peuvent vraiment jouer un rôle fondamental pour la santé pour tous. Également par rapport en relation avec notre projet Voix des jeunes, qui est justement un parcours transformateur pour les jeunes qui y participent, mais où ils sont invités à mettre en œuvre des solutions pour les communautés
en Gambie 2 solutions vraiment relatives à la santé, l'une sur la santé maternelle et l'autre qui est liée à la santé par rapport à l'assainissement, où les jeunes ont vraiment pu choisir des communautés de la Gambie où ils ont mis en place tout un processus où ils ont levé des fonds, ils se sont engagés pour justement que l'eau devienne potable, que les enfants n'aient plus de problèmes de diarrhée, également mettre en place des latrines dans cette localité. Donc vraiment concrètement, c'est juste, je donne des exemples pour montrer que si les jeunes sont accompagnés, ils peuvent jouer un rôle fondamental pour la santé pour tous. Merci. Merci beaucoup, Aram. Je pense que ce qui ressort essentiellement des points que tu as soulevés, c'est que les jeunes ne sont pas seulement des problèmes, ils sont porteurs de solutions. Et par rapport aux différents exemples que tu as mis en exergue, il ressort essentiellement le fait qu'il faut qu'il y ait une autonomisation de ces jeunes, notamment les jeunes femmes aussi. Il faut qu'il y ait un accompagnement et un renforcement de capacités. Il y a également deux mots forts qui sont ressortis, disons 3 même, tout ce qui est force, détermination et résilience. Cela me permet d'introduire M. Compaoré et pouvez-vous revenir de manière beaucoup plus pratique sur comment votre travail impacte et fait participer les jeunes, notamment les femmes? Merci beaucoup, Sofietou. Je voudrais dire que d'abord introduire JPAEGO. JPAEGO est une organisation américaine dont le siège est basé à Baltimore, qui travaille donc à la réduction donc, de la mortalité maternelle et infantile, mais aussi qui soutient donc le plaidoyer au niveau national et régional pour assurer la prise en compte des besoins spécifiques des adolescents, des femmes dans les politiques au niveau national et régional en matière de santé sexuelle et reproductive. Je voudrais dire que dans le cadre de ce travail que je coordonne au niveau de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, et il faut dire que ce travail, nous portons les jeunes au cœur de notre action, c'est-à-dire en faisant quoi? D'abord, le travail, c'est s'assurer que les jeunes sont pris en compte donc, dans les politiques au niveau national en matière de santé et de reproduction. Ça veut dire que de façon concrète, il est question donc qu'on renforce les capacités. Comme l'a dit mon prédécesseur, il est question que les jeunes ne soient pas juste autour de la table pour dire oui, nous voulons ça, mais il faut renforcer les capacités des jeunes. Il faut renforcer les capacités afin d'assurer une participation de qualité effective aux différents événements. Parce que de plus en plus, les jeunes sont conviés donc, à des rencontres de concertation pour se prononcer, pour donner leur opinion, mais il est important de leur donner les capacités nécessaires. C'est-à-dire, si nous prenons l'exemple, par exemple, des plans nationaux de planification familiale, d'être finalisé au niveau des pays du partenariat de Ouagadougou. C'était question donc de renforcer donc les capacités des jeunes pour assurer une participation de qualité, s'assurer que ces plans nationaux qui sont en train d'être élaborés prennent en compte les besoins spécifiques en matière de santé et de la reproduction. Il est donc question de s'assurer également que ces plans contiennent du budget qui soit dédié spécifiquement aux besoins des adolescents et des jeunes. Également que le travail que nous faisons aussi dans la ils arrivent à participer donc aux engagements de FP 2030, ce sont des engagements que les pays prennent en matière de santé sexuelle et reproductive pour à l'horizon 2030 pour garantir que les femmes et les filles ont accès aux produits de planification familiale de leur choix. Et également, nous nous sommes rassurés que les jeunes, ils ont les capacités techniques nécessaires, ils participent au processus et que ces engagements que les pays prennent à l'intention de FP 2030 prennent en compte leurs besoins, contiennent. Sans oublier aussi que dans certains pays, comment on assure que les politiques parce que dans les zones en insécurité, l'offre de services n'est plus la même que quand en situation normale. Il est aussi important d'avoir une jeunesse qui soit résiliente, une politique qui soit résiliente, qui soit adaptée donc par rapport aux besoins des jeunes dans ces localités. C'est un autre volet de travail que nous faisons en accompagnant les ministères de la Santé, en accompagnant aussi les organisations de la société civile au niveau local. Ça, c'est une dimension importante. Et assurer également que les jeunes... Donc, voici un peu ce que je veux dire. Pour le cas spécifique, notamment de Cyanapress, qui est un produit contraceptif qui est une méthode il semble que M. Compaoré a quelques soucis de connexion. Célestin, vous nous entendez bien? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Ok, c'est parfait. On vous a perdu à un moment, mais vous pouvez continuer.
Donc, je disais que par rapport aux projets spécifiques dont nous portons dans la région, qui est le SANAPRES également, le DMPSC, couramment appelé SANAPRES, qui est une méthode contraceptive qui permet de protéger la femme pendant 3 mois. C'est une des méthodes également qui est beaucoup plus prisée par les jeunes parce qu'elle est très discrète et on peut s'auto-injecter. Ça donne plus d'autonomie à la femme et ça évite que la femme soit amenée donc à aller attendre longtemps au niveau des formations sanitaires. Donc, je voulais dire que c'est une des méthodes qui est très bien prisée au niveau de la région et que beaucoup de femmes portent à leur cœur. Donc, c'est pour dire que ça fait partie également des domaines, des méthodes qui, dans les zones d'insécurité, sont aussi prisées par les femmes et les jeunes. Donc, voici un peu ce que je pouvais dire. Merci beaucoup Célestin. Je pense que de tes interventions, il est essentiellement ressorti, tout comme chez Aram, le besoin de renforcement de capacités, le fait qu'il faut qu'il y ait une jeunesse résiliente. Et un des points très importants que vous avez souligné, c'est qu'il faut qu'il y ait une participation des jeunes dans tout ce qui est élaboration des politiques. Mais la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, c'est comment devrait se faire de manière beaucoup plus pratique cette participation des jeunes dans tout ce qui est élaboration et mise en œuvre de ces politiques de développement. Cela va me permettre d'introduire Madame Khady Cissé, qui, en tant qu'acteur de changement, côtoie énormément de jeunes sur le terrain. Madame Khady Cissé, selon vous, de manière beaucoup plus pratique, comment ces jeunes peuvent s'engager dans le plaidoyer pour les questions de développement et quel rôle ces jeunes devront jouer? Ok, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez en tant qu'acteur de société civile. Ça fait bientôt 2 ans que nous sommes ivoiriens et à mobiliser ces jeunes dans des initiatives très positives. Concernant l'ONG sur la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous faisons? En termes de plaidoyer, vous savez que les jeunes peuvent s'engager à travers des associations comme le font en Côte d'Ivoire, à travers des réseaux et se mettre ensemble pour plus d'impact dans la communauté. Et cela, il faut identifier des acteurs qui peuvent influencer des politiques. Parce que la voix des jeunes est une voix primordiale dans toute décision. Parce que la jeunesse, c'est la force, c'est la disponibilité, c'est l'innovation. Donc, comme action, qu'est-ce que nous faisons? Avec ces jeunes, nous nous mettons ensemble pour faire des plaidoyers. Il faut faire des rencontres avec ces décideurs. Il faut aussi faire des campagnes au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire une campagne digitale. On fait des conférences de presse et on sensibilise aussi nos pairs à les emmener dans des prises de décision, à s'engager dans la communauté et à s'engager dans les activités communautaires de leur communauté. Sur le terrain, qu'est-ce que nous faisons? Sur le terrain, avec nos associations, qu'est-ce que nous faisons? L'idée que OSEF a, c'est de ne pas partir en rang éparpillé, mais plutôt en rang soudé. Est-ce que vous me recevez? Nous vous recevons parfaitement. Oui. Nous vous recevons parfaitement. Ok, merci. Excusez-moi. Ok. Donc, qu'est-ce que OSEF fait? C'est de partir en rang soudé. Nous, notre politique, on n'organise pas seul nos activités. Nos activités sont toujours organisées, surtout avec des associations dirigées par des femmes. Parce que, vous savez, nous sommes dans une société où le leadership féminin n'est pas trop développé et les femmes sont toujours en second plan, elles ne peuvent pas prendre l'initiative. Donc, on se met ensemble et on organise des initiatives. Nous avons organisé, par exemple, la santé féminine que nous organisons 2 fois dans l'année, dans le mois de mars et dans le mois d'octobre. Pourquoi? Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre où les femmes ont le temps d'aller se faire dépister, ont le temps de partir, prendre soin d'elles à partir des campagnes. Donc, nous, on met une certaine collaboration avec les associations féminines en Côte d'Ivoire pour organiser une activité de masse et de faire un fort plaidoyer pour que nos autorités puissent nous écouter, puissent prendre des dispositions, des résolutions pour que ces femmes-là puissent vivre librement, même avec le cancer, sans le cancer et prendre en charge leur santé. Et ensuite, on a organisé au niveau de l'organisation avec 2 structures, la caravane entre Nana. Pourquoi la caravane entre Nana? On veut briser tout ce qui est tabou. La mère et la fille doivent avoir une certaine communication, sur la gestion du cycle menstruel, sur la planification familiale et aussi montrer aux filles
de s'engager dans leur communauté, d'avoir un engagement très social et d'avoir le sens du bénévolat. Parce que c'est grâce au bénévolat qu'aujourd'hui, on peut parler avec d'autres personnes, on peut échanger avec d'autres personnes, on peut prendre la préoccupation de ses pairs et aller sur des plateaux, aller voir des décideurs pour parler de ça. Et ce qui nous amène toujours à mobiliser ces personnes-là, c'est dans ce cadre que je fais sortir deux livres sur la gestion de l'hygiène menstruelle, l'agenda Super Mousso. Pourquoi Super Mousso? Vous savez que Super Mousso, c'est en bambara, hein, en griffe qui veut dire femme. Et super, c'est pour moi super, toutes ces filles qui ont leur menstrues sont des héroïnes. Elles doivent vivre en toute tranquillité les menstrues. Elles ne doivent même plus avoir honte. Elles doivent affirmer que oui, je suis devenue femme, j'ai mes règles. Et mettre dans leur tête que le cycle menstruel, c'est un atout pour la femme. Grâce au cycle menstruel, on arrive à mieux s'organiser. Vous voyez l'innovation ici avec l'agenda Super Mousso, c'est qu'en zone rurale, tout le monde n'a pas accès au smartphone. Souvent, il y a un souci de problème de connexion. Il y a aussi manque de l'électricité. Elles ne pourront pas se connecter. Et vous voyez, les filles pouvaient noter les menstrues dans un agenda qui est personnel, qui est personnalisé à elles-mêmes. Et dans cet agenda-là, elles pourront noter les menstrues, elles pourront connaître les 4 phases et à quel moment elles doivent consulter. Et l'agenda de 1 an permet à ces filles-là de mieux se planifier, de mieux s'organiser sur une période de 1 an. Quels sont les objectifs prioritaires? Généralement, nous sommes jeunes, mais on n'a pas d'objectif prioritaire sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Qu'est-ce que je dois faire? On parle des phénomènes de grossesse précoce en milieu scolaire. Il faut organiser les filles, donner la priorité aux filles de s'organiser sur 1 an et aller au-delà de 1 an, 2 ans, 3 ans pour mieux former ces jeunes filles en zone rurale surtout, puisque le taux de grossesse continue à augmenter dans nos écoles ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, nous sommes dans une société où parler de sexualité est un sujet tabou, surtout avec les parents. Donc, le second livre, c'est « Premier menstru, nos paniques », à l'intérieur où on met des outils pour faciliter la communication avec les parents, avec les enfants et permettre aux enfants de mieux vivre le cycle menstruel, de mieux vivre les menstrues et de faciliter le passage de l'enfance à la puberté parce que cela est un complexe et vraiment difficile pour nous qu'on n'a pas reçu l'information sur la sexualité parce que vous-même, vous savez, c'est un sujet tabou dans notre communauté. Vous voyez, pour amener ces jeunes à la participation, nous rencontrons beaucoup d'obstacles. Vous-même, vous allez constater avec moi. Il y a souvent le manque de volonté politique. Vous regardez en Côte d'Ivoire, depuis combien d'années nous n'avons même pas de loi essai pour protéger tout ce qui est santé sexuelle et reproductive en Côte d'Ivoire. Et pourtant, les gens sont venus en Côte d'Ivoire pour écrire ce document et les autres pays ont adopté comme le Burkina, même la République islamique qui est la République du Mauritanie a une loi PF. Vous voyez, il y a un manque de volonté politique. Dans les initiatives de jeunes, quand les jeunes boostent quelque chose, il y a tellement d'obstacles. On ne peut pas mener une activité ou même mener un plaidoyer sans l'appui financier. Sans l'appui financier, on ne peut pas mener d'activité de plaidoyer normale parce que forcément, ça va demander quelque chose. Même si c'est 5 francs, c'est 100 francs, c'est 200 francs, mais il faut de l'argent pour que ces jeunes puissent vraiment s'affirmer. Il y a le poids de la tradition et certaines religions, parce qu'il y a certaines religions qui sont ouvertes à la planification familiale. Par contre, il y a certaines religions qui sont carrément fermées à la planification familiale. Donc, nous rencontrons plein d'obstacles. Vous voyez, on peut, avec ces jeunes-là, avoir des solutions pratiques de participation optimale. Cela est possible. Vous savez que la jeunesse, c'est la force, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est la disponibilité. Et les jeunes veulent changer les choses, veulent avoir eux-mêmes un certain lead dans des activités, c'est-à-dire il faut impliquer les jeunes au début d'un processus, au milieu d'un processus et à la fin d'un processus. Il ne faut pas que ces personnes restent dans un bureau, décider des problèmes des jeunes. Sinon, les jeunes ne vont pas appliquer les règles qui vont donner ça aux jeunes. Mais quand le jeune est impliqué à l'intérieur, il arrive à mieux partager l'expérience avec ses pairs et ses pairs seront disponibles à accompagner ce jeune parce qu'ils ont vu un jeune dedans. Quand un jeune vient parler avec un jeune, il y a plus d'impact qu'une personne qui est plus âgée que ce jeune vient parler de santé sexuelle, par exemple, de santé sexuelle et reproductive à un jeune. Donc, il y a un manque de cohérence ici. Et aussi, il faut primer les jeunes les plus innovants dans leur pays. Il faut les primer de manière sincère et honnête. Dans nos jours, on remarque
dans nos États, certains jeunes sont primés, mais tu ne sais même pas quelle initiative il a pu poser dans son pays. Et tu apprends, on dit non, il a reçu le prix Excellence X, le prix Excellence Temps. Pourtant, il y a d'autres personnes qui sont dans l'ombre, qui font du travail sur le terrain. Moi, je dis, quand tu veux chercher une activité, il suffit d'aller sur Facebook, aller sur un réseau social et puis mettre un hashtag ou donner un titre. Vous allez voir des personnes qui ont l'habitude de faire des initiatives, qui sont dans le sens, mais qui font des initiatives qui impactent. Il faut primer les jeunes dans leur pays. Et cela est tellement important. Je pense que je pourrais m'arrêter là pour qu'on puisse aller, parce que si on veut continuer, il y a tellement de choses à dire, parce que les jeunes, vous savez, les jeunes, c'est la force. On ne peut pas s'arrêter. On veut continuer de parler pour que les choses puissent changer, parce que nous, on veut vraiment développer la Côte d'Ivoire, développer l'Afrique, contribuer au développement du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Cissé. Cela se voit que c'est un sujet qui vous passionne énormément. Et vous avez eu à ressortir une innovation qui est très importante, à savoir l'agenda Super Bousso, qui permet un peu d'aider les jeunes filles à s'autonomiser. Monsieur Franz, OK. De ce qui est ressorti des précédents panélistes, nous retrouvons essentiellement le plaidoyer, la mobilisation de ressources. On trouve l'autonomisation, le renforcement de capacités. J'aimerais savoir, dans le cadre de vos activités à travers Speak Up Africa, et notamment autour des thématiques liées à la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées, ainsi que les questions de planification familiale, d'appui aux femmes, de tout ce qui est genre, quelles sont les actions concrètes que Speak Up Africa met en œuvre pour s'assurer une participation effective de ces jeunes et notamment de ces jeunes filles dans tout ce qui est mis en œuvre de l'agenda 2030. Merci beaucoup, Sophie. Je voudrais tout simplement, si tu le permets, remercier les initiateurs donc, du présent forum et féliciter tout particulièrement les organisateurs de cette 4e édition. À tous ceux qui nous suivent, j'adresse mes chaleureuses salutations. À la suite des interventions donc, de mes prédécesseurs, je dirais que aujourd'hui, quand nous parlons de la jeunesse, d'abord, il faut reconnaître que d'ici 2030, la population mondiale sera de plus d'1,5 milliard. Et la jeunesse seule représentera plus de 40%. Ça veut dire que indéniablement, la jeunesse représentera donc la colonne vertébrale de tout développement socio-économique et politique. Au niveau de Speak Up Africa, comme tu le disais à l'entame, nous sommes une organisation à but non lucratif, donc spécialisée en communication stratégique et plaidoyer autour des questions donc, de la santé publique. Et plus spécifiquement, si je peux dire, nous intervenons donc sur le paludisme, sur les maladies tropicales négligées, donc la promotion de l'assainissement, la vaccination et également l'équité et les genres. Il faut dire que, parlant du genre, nous avons des programmes assez vraiment orientés donc, pour l'épanouissement de la femme, mais également le genre intervient de façon transversale dans toutes nos actions. Et pour donner des exemples plus précis, nous avons lancé en juillet dernier, dans le cadre donc, de la promotion de la femme, de la jeune fille, nous avons lancé le programme Voix essentielle avec la Fondation Chanel et le Fonds mondial. Ce programme qui est implémenté, qui s'opérationnalise aujourd'hui dans 3 pays, le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, vise essentiellement à aller donc à la recherche des mouvements, des associations féministes qui sont même dans les régions les plus reculées, et de travailler à ce que ces femmes-là puissent être capacitées, puissent être outillées pour exprimer leur participation citoyenne. Puisque aujourd'hui, plus que jamais, si nous voulons progresser vers les objectifs de développement durable, vers l'autonomisation de la femme, si nous voulons véritablement atteindre ce challenge, là, ce pari de l'équité, c'est que nous devons, comme l'a dit mes prédécesseurs, outiller les femmes, leur donner maintenant les moyens d'action, et c'est ce que ce programme vise également, donner les moyens d'action à des mouvements, des associations, afin qu'elles puissent aller exprimer au mieux donc, leur participation. Elles seront donc appelées à suivre les sessions communales
elles seront donc appelées à mieux regarder de près les politiques qui sont contenues donc dans les plans de développement communaux et autres, afin de pouvoir porter de leur voix pour s'exprimer en disant par rapport donc à telle ou telle thématique, nous aurions souhaité telle ou telle chose. Et donc, c'est ce que ce programme qui a sa phase pilote vise. Pour revenir donc au paludisme et aux maladies tropicales négligées, je dirais que dans nos différents pays, puisque nous avons le programme paludisme en ligne de mire par rapport à tous nos autres programmes, et donc au Bénin, par exemple, c'est autour donc de cette thématique que nous travaillons activement. Et il faut dire, pas plus tard que le lundi dernier, le 6, comme vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé a publié les chiffres sur l'endémie du paludisme de l'année 2020. Et vous le savez, les chiffres encore révèlent une fois combien nous devrons donc nous unir, nous devons aller dans une multisectorialité pour progresser véritablement vers l'élimination du paludisme, puisque les chiffres révèlent une fois encore que l'avènement de la COVID est venu plomber les efforts autrefois menés. Et donc, plus aujourd'hui maintenant de 240 millions de cas sont constatés et plus de 95% se situent au niveau du continent africain, avec plus de 627 000 décès. Tout ceci montre à quel point nous devons travailler à ce que nos décideurs puissent prioriser véritablement la lutte contre le paludisme dans les politiques de santé. Mieux, nous travaillons aujourd'hui au Bénin, au Bénin et dans d'autres pays, dans 5 autres pays, que ce soit le Burkina, le Sénégal, l'Ouganda, le Cameroun, le Ghana, avec une initiative pilote sur l'engagement du secteur privé, puisque aujourd'hui, le paludisme affecte indéniablement donc la main-d'œuvre au niveau du secteur privé. Et donc, nous avons lancé en 2020 avec le partenariat avec RBM, donc le partenariat pour finir avec le paludisme et le groupe ECOBA, nous avons lancé une initiative pilote qui est vraiment expérimentale en termes de partenariat public-privé pour que le secteur privé s'engage autour donc de cette thématique-là, pour que les entreprises puissent également accompagner, soutenir les efforts donc nationaux qui se font, parce que les entreprises ont la capacité de mobilisation donc de ressources pour soutenir les gaps financiers qui subsistent, puisque aujourd'hui, plus que jamais, la lutte contre le paludisme, la lutte contre les maladies tropicales négligées ont besoin davantage de ressources. Et c'est donc une de nos chevaux de bataille qui nous a amené donc à lancer concomitamment avec d'autres organisations de la société civile au niveau de l'Afrique, à lancer la campagne Marche to Kigali, en fait, En marche vers Kigali. En marche vers Kigali, que nous avons lancé cette année, vise tout simplement à amener les organisations de la société civile. Et aujourd'hui, nous avons près de 150, enfin plus de 120 organisations de la société civile de 10 pays qui se mobilisent activement, qui mènent des actions, des campagnes de sensibilisation pour les changements de comportement, mais également qui adressent des messages clés qui vont vers des leaders communautaires à la base, afin que, avec le concours des médias, que nos leaders puissent mieux comprendre d'abord, puisqu'il y a ce phénomène, que les leaders puissent comprendre les défis qui sont apparents donc, à la lutte contre ces maladies et quelles que soient les actions que ces leaders peuvent mener. Je prends un exemple. Il y a que nos actions ont porté et nous ont amené à ce que en Guinée, par exemple, il y a eu l'insertion en fait des lignes budgétaires spécifiques donc dédiées à la lutte contre le paludisme dans les politiques de développement au niveau des collectivités territoriales. Et donc, c'est des actions que nous avons pu mettre ensemble et nous donnons donc rendez-vous, puisque dans le cadre du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, donc qui aura lieu à Kigali, il y aura une réunion donc spécifique sur la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Le sommet devant se tenir cette année a été donc encore reporté à l'année prochaine. Et donc, à ce moment-là, il y aura un plaidoyer très fort qui sera donc adressé
aux chefs d'État et de gouvernement pour que nous allions véritablement vers l'élimination du paludisme et des maladies tropicales négligées dans nos différents États. L'accroissement des ressources nationales est plus qu'un réel défi. Et c'est ce sur quoi nous nous attelons au quotidien pour faire rappeler, comme l'a dit Mme Cissé, pour faire rappeler aux décideurs les engagements qu'ils ont pris. Par exemple, en matière de santé, comme vous le savez, le traité d'Abuja en 2000 a indiqué qu'il faut au moins 15% des ressources nationales, que 15% au moins des ressources nationales soient dédiées aux questions de santé. Mais aujourd'hui, nos États sont encore très loin de cela. Il y a des États qui sont même à moins de 5%, 6%, moins de 10%. Donc, c'est tout cela que nous devons rappeler aux jeunes et aux décideurs, du moins, excusez-moi, mais à travers des stratégies de plaidoyer adéquates, tenant compte véritablement aussi du contexte spécifique de chaque région, de chaque pays. Si je peux ainsi d'abord répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci énormément, France. Je pense que de toutes les interventions, il est ressorti énormément le mot décideur. Une question pour nous en tant que jeunes et surtout également pour les jeunes qui sont en ligne. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que jeunes au-delà de ce que les décideurs doivent faire pour nous? Je pense que ça reste quand même une question très importante. On parle énormément de renforcement de capacité. Quel type de renforcement de capacité nous jeunes pouvons faire? Comment nous pouvons nous entraider entre nous? Comment nous pouvons nous assurer que à notre niveau, on commence à avoir des actions innovantes? On sait qu'en Afrique, notamment lorsqu'on va par exemple en Afrique du Sud, on retrouve beaucoup de jeunes innovateurs qui ont mis sur place des projets innovants, comme par exemple le premier pick-up d'Afrique qui a été mis en place, le premier pick-up électrique qui a été mis en place par un jeune sud-africain, mais ce jeune l'a fait sans aucun moyen et c'est après que les moyens financiers sont venus. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, pour faire avancer le travail? Comment on peut s'assurer qu'à travers nos actions, on rend redevables nos décideurs? Voilà la question que je voudrais vous poser à tous en tant que panélistes. Comment on peut s'entraider? Comment on peut mettre de l'avant cet aspect innovation-là? Et chacun d'entre vous, à travers les structures où vous travaillez ou à travers les organisations avec qui vous travaillez, quels sont les types d'actions ou d'accompagnement que vous mettez en place pour pouvoir soutenir ces jeunes innovateurs, pour pouvoir soutenir ces jeunes femmes qui veulent vraiment travailler autour des questions de développement. Donc, je vais sûrement commencer par Madame Aram Gaysen pour avoir une idée de, en tant que directrice exécutive de Social Change Factory, quelles sont les méthodes d'accompagnement que vous mettez à disposition de ces jeunes femmes et filles? Merci beaucoup, Yai. Donc, nous, à SF, on est parti d'un constat simple que pour nous, il fallait changer l'état d'esprit des jeunes. Que pour nous, si on arrive à changer l'état d'esprit des jeunes, ils seront les décideurs de demain et ils pourront changer cette boucle. Et c'est ça toute notre théorie du changement. Également, tout ce qu'on fait aussi repose un peu sur la légende du colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez. Où on invite vraiment, comme le colibri qui a essayé d'éteindre le feu en prenant des petites gouttes de son bec et au final, il a inspiré tous les autres animaux de la forêt qui se sont activés pour éteindre l'incendie qui avait lieu, que chacun peut faire sa part en fait et apporter sa pierre à l'édifice. Donc pour ça, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de développer des programmes avec et pour les jeunes et en commençant à les motiver en fait. Qu'on peut faire sa part, qu'il ne faut pas rester spectateur, que même si on est chômeur, qu'on ne peut pas juste attendre l'État, en fait, qu'on a forcément des activités et des actions qu'on peut mener. Et nous, l'idée, c'est qu'en investissant au niveau de ces jeunes, qu'au final, ils deviennent des rôles modèles et qu'ils puissent inspirer d'autres jeunes. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire en sorte que nos programmes soient télévisés, afin d'atteindre une plus grande cible et que ces jeunes puissent vraiment montrer qu'ils peuvent être acteurs, qu'ils peuvent changer les choses et qu'ils peuvent vraiment être inspirants. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est leur donner des ressources humaines et des ressources financières
et également valoriser tout le travail qu'ils peuvent faire et leurs capacités, en fait. Je pense que tout jeune a une capacité et qu'on doit les accompagner à pouvoir justement exploiter le potentiel qu'ils ont. Donc, les formations sur lesquelles nous, on travaille essentiellement, c'est plus des formations liées au leadership et aux compétences techniques et humaines. Également, on a un partenariat avec Microsoft, avec le Global Skills Initiative, qui aussi offre des formations en ligne gratuites aux jeunes pour renforcer leurs capacités. À côté de ça, également, on a le programme de volontariat dont je parlais, qui a aucun budget, mais qu'on a fait naître quand la pandémie a eu lieu, où on s'est dit, on devait se réinventer parce que la plupart de nos programmes étaient physiques et on ne pouvait pas rester une année sans rien faire. Donc, tout l'accompagnement qu'on a fait pour les jeunes était en ligne. On a pu vraiment en former des milliers. Ils se connectaient aux heures de formation, ils suivaient ce qu'on devait faire, ils s'engageaient pour les communautés par rapport à la pandémie. Donc, vraiment, si on place les jeunes au centre des politiques ou des activités que nous menons en tant qu'organisation de la société civile, qu'on les forme, qu'on les outille, qu'on les emmène également sur le terrain. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils soient des acteurs du changement avec un très grand potentiel. Également, ça leur permet d'avoir des expériences qui augmentent également leur compétitivité sur le marché du travail. Également, nous, à travers le programme Junior Social Change Factory, toutes les activités qu'on mène sur le terrain, on les invite à y participer et c'est comme s'ils sont nos acteurs en fait sur le terrain au niveau du Sénégal et dans les autres pays où on est. Donc, c'est vraiment du learning by doing et on leur fait confiance tout simplement. Donc voilà, merci. Merci, Aram. S'il y avait un seul message que vous souhaiteriez lancer aux jeunes, quel serait ce message-là? Un seul message, ce serait croyons en nous, continuons de nous battre pour nos populations, pour nos communautés et pour nous-mêmes. Et l'État fait plein de choses, mais on ne doit pas l'attendre. Donc, comme le petit colibri, que chacun fasse sa part. Merci. Merci beaucoup, Aram. Célestin, malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais, à ton niveau, compte tenu de l'expérience que tu as dans la mise en œuvre de projets de développement, notamment avec les jeunes filles et les femmes, quel message tu souhaiterais lancer aux décideurs? Bon, je voudrais simplement dire que à l'égard des décideurs, les jeunes ne sont pas un handicap, mais c'est une force. Les jeunes font partie de la solution. Il faut donc les intégrer au cœur de la solution et on aura vraiment la solution qu'il faut et on aurait résolu les problèmes. Comme disait quelqu'un, tout ce que tu fais sans moi, c'est que tu le fais contre moi. Il est important que si on doit définir des politiques, les jeunes soient associés, les jeunes soient renforcés et qu'on puisse valoriser davantage ce que les jeunes font. Ceci est vraiment très important. Si on veut s'assurer qu'en Afrique, nous avons des politiques qui soient adaptées, nous avons des politiques qui répondent aux besoins des jeunes, nous pouvons les mettre au cœur de l'action afin que les jeunes soient la solution et non le problème. Voici un peu ce que je pouvais lancer comme action à l'égard des dirigeants. Merci beaucoup, Célestin. Comme Célestin l'a dit, soyons solution et je pense que Aram est énormément revenu sur ça. Khady, compte tenu de l'expérience terrain que tu as et du travail que tu fais au jour le jour avec ces jeunes de manière générale, mais plus particulièrement avec les jeunes femmes et les jeunes filles, as-tu un message spécifique que tu voudrais leur lancer? Ok, merci beaucoup. Le message que j'aimerais lancer à ces jeunes filles-là, c'est d'avoir confiance en elles. Ce n'est pas du tout facile de pouvoir s'impliquer dans les activités communautaires, mais où la femme place sa main, c'est l'innovation. Et il y a beaucoup de personnes qui accompagnent des initiatives féminines en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la sous-région. C'est de dire à ces femmes-là d'accepter de se faire former. Parce que si vous n'êtes pas formé, on ne peut pas vous choisir. C'est d'accepter pour celles qui ne sont pas allées à l'école de suivre des cours d'alphabétisation pour qu'on puisse ensemble les positionner dans des prises de décision. C'est de dire à nos autorités qu'il y a des femmes, les femmes sont là.
Certaines femmes ont la compétence, certaines femmes n'ont pas la compétence, c'est pouvoir les classifier, de pouvoir les former en termes de renforcement de capacité. Et moi, je salue beaucoup l'initiative de Pick Up Africa, parce que Pick Up Africa est arrivé en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas regardé les structures qui sont légalement constituées. Ils disent, vous n'êtes pas légalement constitué, moi, je vais vous aider à vous constituer légalement en renforçant votre capacité. Et aider ceux qui ont déjà un certain niveau, à aller au niveau supérieur, ceux qui sont au niveau 0, aller au niveau 1. Et je pense que les femmes sont là et les femmes attendent seulement l'accompagnement, le renforcement de capacités et de valoriser aussi ces femmes-là dans les initiatives surtout. Merci. Merci beaucoup, Hadi. Au-delà des femmes, y a-t-il un message spécifique que tu souhaites lancer à ces décideurs qui, eux, développent les politiques et qui mettent en œuvre des mesures d'accompagnement en direction de ces jeunes? Bien sûr, on a tellement de messages pour nos décideurs. Nous, les jeunes, nous faisons nos parts. Sans moyens, nous menons des activités. Mais qui décide? C'est nos décideurs. Il faut que nos décideurs associent les jeunes aux prises de décision. Il faut que nos décideurs aussi appuient l'initiative des jeunes. Pas de discrimination pour dire X comme je le connais. Non, il faut aller au fond des initiatives, dans les zones reculées, de ne pas rester en ville pour appuyer les initiatives. Il y a une frange de population qui sont en zone rurale, qui attendent des décideurs pour avoir une prise de décision sur leur vie. Aussi, il faut faciliter l'accès au financement. Il faut faciliter l'accès au financement en fonction de la catégorie, en fonction de l'activité de l'association. Comment on peut donner de l'argent à cette association pour que cette association soit une grande association, par exemple, comme ceux qui organisent le forum. On commence d'un petit pas pour faire des grands pas. Il faut qu'ils appuient nos initiatives. Et nous, les jeunes, nous demandons beaucoup de transparence et beaucoup de bonne gestion, bonne gouvernance dans la gestion de tout ce qui est problème santé et développement durable dans nos pays. Parce que s'il n'y a pas de transparence, nos décideurs sont nos modèles. Il faut qu'ils communiquent avec nous, qu'ils nous aident à nous affiner, qu'ils nous impliquent. Nous avons quelque chose à dire. Quand ils décident pour nous, nous les jeunes, nous sommes en griffe des petits rebelles, nous n'allons pas les appliquer. Donc, quand ils nous appellent, quand on collabore ensemble, nous allons appliquer ces décisions, si ces décisions nous arrangent pour la prise en charge de notre santé, la santé générale, mais la santé sexuelle et reproductive aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hadi. France, je vais terminer par toi. Nous savons que Speak Up Africa a comme valeur d'inciter et de promouvoir et de s'assurer qu'en tant qu'Africains, nous arrivions à l'excellence. Quel message tu souhaiterais lancer à ces décideurs et à ces jeunes pour qu'ensemble, qu'on puisse atteindre cette excellence-là? Merci beaucoup, Sophie. Je vais tout simplement demander à tous les jeunes qui nous suivent de chercher à s'informer, que nous nous informions sur tout ce qui se passe auprès de nous, dans nos communautés, dans notre pays, sur le continent, que nous nous cultivons davantage et que nous nous intéressons donc plus qu'avant aux défis qui minent actuellement notre continent, qui minent nos communautés. Et ce n'est qu'en cela que nous aurons les outils nécessaires, nous aurons les arguments nécessaires pour pouvoir porter la voix des communautés que nous représentons auprès des décideurs. Et c'est là que je voudrais donc demander à nos décideurs, quelque niveau qu'ils soient, de voir toujours les jeunes que nous sommes, de voir la jeunesse, de voir les femmes comme des alliés. Parce que chaque fois et toutes les fois que les jeunes ou les femmes seront dans les arènes de prise de décision, c'est toujours pour apporter un plus, c'est toujours pour ramener sur la table les réelles préoccupations donc des jeunes et des femmes, des enfants qui sont dans leur communauté et avec qui ils sont plus en contact. C'est toujours en ce moment-là que les décideurs auront les informations nécessaires et c'est là que nous leur demandons d'associer davantage les jeunes et les femmes donc à l'élaboration des politiques, à leur mise en œuvre et au moment même des évaluations. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons venir à bout des différents mots, notamment des défis sanitaires qui aujourd'hui déciment notre continent. Ensemble, nous y arriverons. Merci.
Merci Franzoke, et j'en profite également pour remercier tous les panélistes pour la qualité des échanges que nous avons eus aujourd'hui. Un remerciement spécial également au Forum Galien Afrique qui nous a donné l'occasion à nous jeunes de pouvoir discuter aujourd'hui, de pouvoir réfléchir sur les contraintes que nous avons, mais surtout de pouvoir mettre en avant les solutions qu'il y a, comme l'agenda Super Mousso par exemple, et de pouvoir voir ensemble quelles sont les stratégies que nous devons mettre en œuvre pour nous assurer qu'il y a une bonne participation de ces jeunes-là, mais qu'également que ces jeunes ne seront plus considérés comme seulement des acteurs de changement, mais comme des moteurs de changement. C'est à nous d'impulser le changement, et pour le faire, comme vous l'avez tous si bien dit, il faut que nous-mêmes nous soyons conscients du potentiel que nous avons en tant que jeunes. Il faut que nous-mêmes, nous ayons toutes les capacités qu'il faut. Et c'est là où les organisations qui sont aujourd'hui présentes dans ce panel ont un rôle à jouer. Il faut également que nous, en tant que jeunes, nous puissions mettre de l'avant des projets et des programmes innovants et que nous puissions nous affirmer. Et l'affirmation passe par la connaissance. Donc, il est autant plus important aujourd'hui, à l'ère où on va vers une mini-évaluation des EDD, que nous, jeunes, nous puissions mettre de l'avant tous ces avantages-là et toutes ces innovations qu'on a eu à mettre en place. À travers vraiment ce panel, l'objectif que nous avions, c'est de pouvoir lancer un appel à l'action, non seulement en direction de ces jeunes, mais également en direction des décideurs. En direction des jeunes, il est essentiellement sorti qu'il faut que les jeunes soient des moteurs de changement. Il faut que ces jeunes puissent collaborer ensemble. Il faut que ces jeunes puissent être conscients du potentiel qu'ils ont. En direction des décideurs, il est ressorti qu'il faut que les décideurs puissent mieux impliquer les jeunes dans tout ce qui est programmation, développement, mise en œuvre et suivi évaluation des programmes de santé au niveau national comme au niveau régional. Il faut également que ces décideurs puissent renforcer l'accompagnement financier qu'ils font déjà en direction de ces jeunes-là. Dans la plupart de nos pays, nous avons des fonds d'appui aux jeunes, mais il faut que ces fonds-là puissent être distribués de manière efficace et efficiente et que les jeunes qui sont au niveau des communautés les plus reculées puissent en bénéficier. Il faut également que ces décideurs-là puissent s'approprier ce combat que nous avons en tant que jeunes, qui est un combat qui vise l'amélioration de nos conditions de vie. Notre combat aujourd'hui est de nous assurer qu'aucune action est prise sans que nous soyons impliqués. Et pour y arriver, je pense que de telles plateformes pourront nous permettre de mettre en avant ce que nous pensons et de nous assurer qu'on aura une implication optimale dans tout ce qui est prise en charge des questions de développement. Merci à tous d'avoir pris part à ce panel. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les participants. Et je pense qu'on se reverra très bientôt pour de nouvelles discussions très enrichissantes. Et très bonne journée à tous et à nous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci Sophie Edou. Merci, au revoir. Merci, chers tous. Au revoir. Pour la 4e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette 4e édition du forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes, avec du 7 au 10 décembre 2021, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilee. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique.